Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Le Panier, c'est le premier podcast, la première émission sur le e-commerce et le retail en France. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa, agence conseil en stratégie digitale qui aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Anne-Sophie Nardi, qui est la fondatrice de On the Wild Side, que vous pouvez retrouver sur onthewildside.cosmetics à l'anglaise.com. C'est Amélie Simard qui fait des RP, qui nous a mis en relation et je la remercie. Je suis très heureux de te rencontrer et découvrir On the Wild Side aujourd'hui. Une société qui, le meilleur de la cosmétique naturelle, mais tu m'en diras plus dans un instant, qui fait plusieurs millions aujourd'hui, et pas mal de sujets à voir dans cet échange. Ton parcours, et qu'est-ce que tu as tiré de tes expériences passées, alors principalement à l'Occitane, pardon, et on dit à l'Occitane, chez l'Occitane, ouais. Chez l'Occitane et chez L'Oréal, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat dans la cosmétique. Et ensuite, le développement de ta boîte. Vous faites presque tout en interne, hyper intéressant. Vous êtes une quinzaine basée à Bordeaux aujourd'hui. Vous êtes Bicorp. Tu as lancé la boîte en 2018. Et tu vas me raconter ce parcours et tes apprentissages. Vous distribuez donc plus de 400 points de vente à date, entre autres chez Sephora et Nocibé. J'aimerais comprendre comment tu as réussi à aller te faire référencer chez ces belles chaînes. Et vous êtes rentable aussi, donc tu as fait une levée de fonds. Vous faites une croissance indécente, plus de 40% en 2023, et vous avez atteint la rentabilité, ce qui est assez 2024. rare. Pardon, 2024, autant pour moi. Vous avez atteint la rentabilité, ce qui doit être une milestone, ce qui est une milestone importante dans nos univers. Bienvenue Anne-Sophie. Bonjour Laurent. Ça va ? Ouais, ça va très bien. C'est cool. C'est quoi On the Wild Side ? Alors, On the Wild Side, c'est une marque de cosmétiques naturels donc, que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. On a lancé en fait en 2019, donc un peu plus de 5 ans. Et en fait, c'est un peu l'aboutissement, on va dire, d'un parcours cosmétique. Et aussi d'une envie de faire bouger les lignes du marché. Voilà. Un parcours cosmétique donc chez l'Occitane et L'Oréal, où tu as travaillé en tout une quinzaine d'années, j'ai pas fait le calcul, pardon. Un petit peu moins. Un petit peu moins, une douzaine d'années, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi j'ai, on va dire, un peu grandi dans l'univers cosmétique. D'abord chez l'Occitane, où j'ai commencé vraiment ma vie professionnelle en fait chez l'Occitane, et en fait ça a été une vraie passion, les cosmétiques. Souvent on a du mal d'ailleurs à sortir de ce secteur. Donc j'ai passé 5 ans chez l'Occitane, donc formidable expérience avec une dynamique entrepreneuriale assez extraordinaire, puisque j'étais dans la période en fait où la société est passée de 50 millions à 250 millions. Avec une extension internationale incroyable. Voilà. Et puis je crois qu'on parle du milliard aujourd'hui, non ? Exactement. Pour le groupe. Exactement. Donc c'est une aventure entrepreneuriale assez extraordinaire, et puis qui fait aussi toujours des rachats de sociétés, qui a récemment racheté Solde Généraux, etc. Enfin donc voilà, l'histoire, et c'est ça qui est génial, c'est de voir que cette histoire entrepreneuriale ne cesse de grandir. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans chez L'Oréal, dans la division luxe, donc où j'étais en marketing développement, où j'ai travaillé sur des très belles marques de skincare, que ce soit Biotherm, Lancôme ou Helena Rubinstein. Et voilà. Et là, j'ai appris vraiment, c'est l'école de l'excellence en fait, L'Oréal. J'ai appris aussi l'innovation, la formulation, leader mondial. Qui est toujours en avance en fait sur son marché, donc toujours aussi la remise en question et l'exécution rapide. Et je pense que ça c'est ce que j'ai appris et chez l'Occitane et chez L'Oréal finalement, c'est ce côté capacité aussi d'exécution et de dérouler aussi l'opérationnel rapidement avec des rythmes en fait assez rapides. Nous, on a parlé un petit peu à l'Occitane à un moment. J'ai été étonné de l'approche du modèle start-up en interne pour une boîte qui était si grosse, puisque quand on s'est parlé, je pense qu'on était aux alentours du milliard. Et malgré tout, des process et une manière de fonctionner aussi agile qu'une petite start-up. J'étais assez impressionné.
T'as retrouvé ça chez L'Oréal, l'excellence de l'exécution. En fait, je pense que c'est ça que j'ai beaucoup aimé, que ça soit et chez l'Occitane et chez L'Oréal. C'est ce côté aussi leadership que chacun peut avoir quand tu parles d'agilité, ce côté très entrepreneurial. En fait, c'est donc que ça soit chez l'Occitane ou chez L'Oréal, si tu t'as des convictions, t'as envie de les pousser, t'as envie d'être leader de projet, driver des projets, tu as vraiment l'espace en fait pour le faire. Le cadre est assez grand finalement, et je pense que c'est comme ça que je me suis épanouie pendant toutes ces années. Ça reste malgré tout des très grandes boîtes. Donc, t'as mis les pieds, les mains d'ailleurs, et peut-être le visage dans la cosmétique. Et tu le disais tout à l'heure qu'une fois qu'on y a goûté, en général, on n'en sort pas. Je l'ai pas dit, mais avant ça, t'étais chez PwC, PricewaterhouseCoopers, et puis chez Danone, moins longtemps, mais c'était quand même des très grandes boîtes. Donc, ça fait une grosse quinzaine d'années dans des grandes entreprises. Qu'est-ce qui te prend? Écoute, j'aime bien l'aventure, j'aime bien l'inconnu, j'aime bien apprendre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée depuis ma tendre enfance. En fait, c'est vraiment la curiosité. C'est vraiment aller voir des sujets inconnus, de défricher, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'ultra intuitif. C'est pas du tout quelque chose, tu vois, de rationaliser. Et c'est marrant parce que souvent on me demande pourquoi l'entrepreneuriat. En fait, je pense que c'est juste le petit grain de folie qui sort à un moment donné, qui a besoin de s'exprimer. Et en fait, on le maîtrise pas. Je pense que j'avais besoin d'aller tester aussi cette capacité entrepreneuriale de partir de zéro et de construire petit à petit. Et c'est vrai que je suis assez passionnée et je me sens au bon endroit au bon moment, quoi. Mais j'entends. T'as dit tout à l'heure que c'est quand même des boîtes qui favorisent ou en tout cas poussent à la prise d'initiative. C'est des boîtes aussi où c'est confortable. C'est des boîtes où si tu lances une nouvelle ligne produit, j'imagine que t'as des fonds derrière ou en tout cas la capacité à déployer. Il y a certainement plein d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans ton cas, ou quand tu l'as été en tout cas dans le cas dans lequel tu étais il y a 5 ans, au chaud. C'est pas une question évidente de quitter. Donc c'est public, je le dis puisque c'est sur LinkedIn. T'étais Global Marketing Director, donc directrice marketing mondiale pour Helena Rubinstein, qui est une des marques phares de L'Oréal. Et pourquoi partir? Écoute, en fait, je pense que... Pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu mets dans la balance à ce moment-là En fait, c'est moi, je me suis toujours dit que c'était une équation, en fait. Qu'est-ce que tu mets comment tu te retrouves dans l'équation entre ta vie professionnelle et l'intérêt de ta vie professionnelle, ta qualité de vie et et ton salaire, et ton épanouissement, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la bonne équation. Et je pense que j'avais envie aussi de changer un peu l'équation, de changer un peu la donne. J'adore aussi me remettre en question. Donc c'est venu en fait assez naturellement. J'aime pas la routine. J'aime pas. C'est plutôt pour moi la grande carrière, tu vois, où t'avances, etc. C'est pas que c'est angoissant, mais tu vois, j'en avais fait le tour. Je crois beaucoup au cycle aussi. Au cycle de vie. J'avais fait 5 ans chez l'Occitane, 7 ans chez L'Oréal. En fait, j'étais ouverte pour rentrer dans un nouveau cycle. Et l'entrepreneuriat, on en parlait beaucoup. Donc moi, j'aime bien aussi innover, aller un peu là où les choses se passent. Et je sentais qu'il se passait quelque chose, et qu'il y avait, notamment dans la cosmétique ou aux États-Unis, il y avait beaucoup de nouvelles marques qui étaient en train de se créer. Aussi, donc le phénomène des indie brands, je les voyais arriver des États-Unis. Je me disais, en fait, en France, on a quand même des fleurons de la cosmétique. Faut qu'on fasse bouger les lignes, qu'on participe aussi à l'évolution du secteur. Et puis, moi, dans mon grand groupe, il y a quand même une force d'inertie, qui est assez forte. On peut pas transformer comme ça des énormes structures du jour au lendemain. Et de cette frustration-là, en fait, je me suis dit, ok,
j'ai rien à perdre finalement, j'ai que des choses à apprendre. De toute façon, même en termes d'employabilité, même si je me plante, ça sera toujours valorisé parce que j'aurai le courage, ou j'aurais pris le risque de tester autre chose. Donc c'est toujours apprenant et hyper intéressant. Donc voilà, j'y vais et puis on verra bien. 2018, tu décides de te lancer avec ce désir de réinventer la cosmétique autour de tes convictions personnelles et environnementales. Où est-ce que tu commences ? Alors c'est très très drôle. En fait, c'est mon père qui m'a donné un conseil. Alors ce qui je dois aussi. Il est entrepreneur lui-même ? Non, pas du tout. Mais je dois remercier vraiment aussi mon entourage. Enfin voilà, ma famille, parce que j'ai toujours été énormément soutenue. Ils ont toujours cru en moi. Ils ont toujours cru en mon projet. Voilà. Et ça, je pense que c'est déjà le socle et la base de beaucoup de choses. Et en fait, il m'a dit surtout. Ne reste pas toute seule chez toi face à ton mur, sors de chez toi et va rencontrer du monde. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner en fait à un entrepreneur qui est en train de planter sa graine, la graine de son projet. Ouais, bon, alors après, du coup, j'en fais, ouais, exactement. J'ai pris, et je prends énormément plaisir en plus à le faire. Enfin, je trouve ça génial. Et c'est ça le côté hyper euphorisant aussi de l'entrepreneuriat, c'est que il y a un sens vraiment de la communauté et du réseau qui est hyper fort. Et j'ai énormément appris, avancé à la rencontre en fait et au partage d'expériences avec d'autres entrepreneurs. Ça fait vraiment aller plus vite, vraiment. Et donc, du coup, on va dire mon premier acte entrepreneurial, ça a été d'aller dans un coworking à Bordeaux qui s'appelle Darwin et qui en fait est où il y a que des sociétés qui sont des sociétés à impact. Et j'avais vraiment besoin de me baigner dans cette culture, dans cette approche-là, justement après un grand groupe comme L'Oréal, tu vois, pour vraiment casser tout ce que j'avais appris. Et je pense que ça a été le plus dur en fait. C'est de désapprendre ce que j'avais appris. Il faut se déconstruire professionnellement. Ouais, il faut du coup remettre en question tout. Pour derrière, aujourd'hui, j'en fais une force. Hein, toute mon expérience d'avant m'aide vraiment aujourd'hui à me structurer, à organiser, etc. Donc, il y a plein de très bonnes choses. Mais au début, il faut tout désapprendre pour repartir de zéro et pour pouvoir aussi penser différemment par rapport à ce qui se fait traditionnellement sur le marché. Donc, c'était un exercice intellectuel finalement assez apprenant. Sortir, c'est hyper intéressant, je reviens là-dessus parce que je pense qu'on le dit pas assez. Sortir et partager ses projets parce que tout est dans l'exécution. L'idée, ça ne vaut rien. Tout à fait. Et moi, je rencontre quand même pas mal d'entrepreneurs. Je rencontre jeunes ou moins jeunes, mais qui ont leur idée, veulent pas en parler, veulent la protéger. Non, il faut en parler, il faut rencontrer des gens, il faut échanger. C'est comme ça qu'on grandit et puis qu'on peut tester des concepts. C'est vraiment hyper intéressant. Et parfois, ça amène à des choses assez incroyables. Et tu nous en parleras dans un instant, chronologiquement, mais sur ta levée de fonds. Comment est-ce que tu as rencontré l'une des fondatrices de Vestiaire Collective et qu'elle est rentrée chez toi? Mais faisons les choses dans l'ordre. Donc, t'es chez Darwin, tu rencontres du monde, t'as ta feuille blanche. Voilà, j'ai ma feuille blanche. Je ne sais faire que des slides PowerPoint. Donc, je commence par des slides PowerPoint. Donc, T'attends de L'Oréal, voilà. Je fais des présentations, voilà. Donc, elles sont très belles, très jolies, très cohérentes, voilà. Mais voilà, c'est ce côté, tu vois, te désapprendre. Et puis, en fait, c'est vraiment rentrer après dans du concret pur et dur, qui est comment tu montes juridiquement une boîte. Enfin, tu vois, tu découvres un peu toute la dimension. Moi, j'ai commencé à créer mon projet avec une vision très marketing, développement, parce que c'est ce que c'était ma vision aussi de la beauté, etc. Et en fait, j'ai dû apprendre aussi à devenir entrepreneur dans le sens chef d'entreprise aussi. Et parce qu'on parle beaucoup, voilà, de l'entrepreneur, mais l'entrepreneur est avant tout un chef d'entreprise, quoi. Donc c'est aussi apprendre à faire un business model, à faire ton BP, aller chercher des financements, aller chercher des incubateurs, voilà, tout ça qui aujourd'hui, enfin même à l'époque, hein, c'était 80% finalement du job, quoi. Ok. Et ensuite, du coup, en fait, depuis le départ, moi, on va dire que le problème, enfin, en tout cas, que je me suis posé, c'était comment réconcilier éthique et beauté.
Donc ça, c'était le point de départ. Je savais pas vraiment comment, dans quoi, enfin voilà, comment le rendre concret. Et en fait, petit à petit, en ayant une meilleure compréhension aussi du marché, et puis ça, je pense que il y a une dimension aussi un peu philosophique. J'ai voilà, pour moi, et puis qui correspondait aussi à un changement dans ma vie personnelle, puisque j'ai fait un move du coup de Paris aussi à Bordeaux, justement pour me rapprocher de la nature, pour voilà ce besoin assez spontané de reconnexion. Et donc voilà, moi je me suis dit en fait le futur aujourd'hui de la consommation et de la beauté en particulier se trouve dans la nature. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible sur cette approche de la naturalité, en étant toujours aussi bien que voire mieux que la cosmétique traditionnelle conventionnelle, donc en termes de sensorialité, d'application, d'efficacité, parce que c'est ça qu'on demande aujourd'hui, enfin depuis toujours, hein, un produit cosmétique, mais en ayant des formules qui soient sans pétrochimie du tout, donc 100% d'origine naturelle, certifié bio aussi, mais 100% d'origine naturelle va encore plus loin. Et puis un jour aussi... Attends, pardon, excuse-moi. Vas-y. 100% naturel 100% d'origine naturelle. D'origine naturelle, c'est mieux que certifié bio. Alors, en fait, c'est ce que t'as dit, hein. Alors, c'est pas que c'est mieux, mais la certification bio, c'est 95% minimum d'origine naturelle, plus, on va dire, des ingrédients, enfin, une partie des ingrédients qui est issue de l'agriculture biologique. Donc, nous, on a ces critères-là. Et on a voulu aller plus loin que le minimum qui est demandé par la certification bio EcoCert, en allant jusqu'à du 100% d'origine naturelle. Donc en fait, on s'est mis voilà le cran au-dessus. En fait, si tu veux, je pense que, et ça c'est peut-être aussi voilà mon côté peut-être picousé l'oréalien, mais c'est d'être toujours aussi en avance, tu vois, sur son marché. Et en fait, aujourd'hui, bah, le être en avance, c'est aussi d'aller sur du 100% d'origine naturelle, ce qui est assez rare, parce qu'il y a un vrai challenge aussi en termes de formulation. Et ça, je suis assez fière aujourd'hui des formules qu'on a réussi à mettre au point, parce que c'est un gros challenge en termes, donc ce que je te disais, d'avoir des belles textures, des jolis parfums, voilà, qui donnent envie. En même temps, d'avoir toujours cette sécurité sur les formules, parce que la dimension sécuritaire est hyper importante dans le produit cosmétique. Parce qu'il y a beaucoup de tests, notamment ce qu'on appelle les tests de microbio, tu vois, pour être sûr qu'il y a une bonne conservation des produits. Et voilà, et on a réussi à faire tout ça en utilisant notamment des nouvelles générations de conservateurs, en utilisant aussi... Conservateurs naturels. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et on arrive à des mêmes... Alors, la même chose. Qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui fait un produit naturel? Il faut que ça se garde dans le temps, pardon. Il faut que ce soit doux. Il faut que ce soit que ça s'étale. Je sais pas. Qu'est-ce que... Alors un produit, bah écoute, en fait un produit naturel. Pardon, et j'ai dit naturel. Pardon, un produit cosmétique. Je veux dire un produit cosmétique. Parce que ouais. Oui. Alors en fait, pour lancer un produit cosmétique en France, c'est très encadré. Donc on a cette chance-là en France, c'est que c'est au niveau réglementaire, c'est très encadré. On doit établir ce qu'on appelle un dossier d'information produit qui doit être validé par un toxicologue. Et à partir de ce moment-là, on peut commercialiser le produit. Et dans ce dossier d'information produit, ce qu'on appelle DIP, DIP, on a en fait, on doit montrer les résultats, voilà, de différents tests pour montrer, pour valider, si tu veux, la sécurité du produit. Donc, c'est-à-dire, tu as des tests de compatibilité, par exemple, pour être sûr qu'il y a une bonne interaction entre la formule et le contenant de ton produit. Parce que tu vois, par exemple, tu peux avoir un plastique qui va migrer dans ta formule. Si tu changes de contenu, il faut refaire les tests ? Ouais. À part si tu peux faire des extrapolations, c'est si par exemple tu changes de matériau, tu vois, okay. Tu passes du verre au plastique ou voilà. Après, donc voilà, ouais, tu dois les refaire. Donc tu dois faire ton DIP. Voilà, et puis après donc t'as des tests aussi, ça c'est hyper important, c'est les patch tests. C'est en fait c'est des tests de microbio, c'est-à-dire qu'on va mettre, en fait c'est un laboratoire indépendant qui va mettre une bactérie en fait dans le produit et qui va valider en fait qu'il n'y a pas de développement de la bactérie dans le temps et que le système de conservation est suffisant pour, si tu veux, neutraliser la bactérie. Je savais pas comment ça s'appelle. Ouais. C'est des tests de microbio.
Test de microbio. Donc, on met une bactérie dans le produit, et on voit si la bactérie se développe. Ce qui voudrait dire que... Ou des moisissures. Ou des moisissures, ce qui voudrait dire que... des champignons, etc. Si se développe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton test, il n'est pas validé. Ça veut dire que tu n'as pas un bon système de conservation. Et c'est notamment des produits... Enfin, tu dois le faire sur tous les produits, mais plus il y a d'eau dans ton produit et plus tu as de risques, en fait, de développement de potentielles bactéries. Donc le DIP, le test de microbio, c'est ça? Ouais, c'est dans ton DIP, en fait. C'est dans le DIP, ok. Voilà, exactement. Et ça, tu te fais accompagner par des labos, par des cabinets de recherche. Enfin, c'est qui fait ça? Alors, tu as des formulateurs. En fait, tu as plusieurs manières de développer des produits cosmétiques quand tu es, on va dire, dans un projet entrepreneurial. Soit tu travailles avec, en fait, un sous-traitant qui a son labo en interne, internalisé. Soit tu travailles avec une... Mais il est jugé partie dans ce cas, non? Non, pas forcément. C'est pas lui qui donne la certification. Non, c'est un toxicologue indépendant. Indépendant. Ouais, toujours. Ouais, heureusement, parce que du coup, il y a pas de conflit d'intérêt. Exactement. C'est vraiment des toxicologues indépendants qui valident le DIP. Okay. Donc, soit tu travailles avec un laboratoire qui est intégré directement chez ton sous-traitant, soit tu peux travailler aussi avec des formulateurs indépendants qui, derrière, ont leur partenaire de sous-traitance. Ok. Tout ça, ça coûte de l'argent. Toi, tu pars avec combien en poche? Écoute, j'ai dû partir avec des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est de l'investissement, c'était de l'apport personnel. En fait, je me suis rendu compte aussi que c'est une preuve aussi de mettre de l'argent de perso. C'est une preuve que l'entrepreneur croit en son projet, tu vois, au potentiel. C'est de montrer que tu es capable aussi de prendre le risque sur ton projet. Et du coup, ça m'a aidé derrière à aller chercher notamment de la dette bancaire. Ce que veulent voir les banques et les investisseurs un peu plus tard, on en parlera, c'est que tu as du skin in the game et que si tu as mis tes quelques économies dans ton projet, c'est qu'a priori tu y crois, ou en tout cas tu vas te battre pour que ça marche. Exactement, c'est tout à fait ça. À quel moment on fait des tests Mais tu sautes dans la piscine quand même, hein. C'est toujours ce que je dis. Ça c'est le moment, je pense, où c'était le plus grand risque en fait, c'était au début. J'ai eu l'impression de sauter dans une piscine vide. Je dis toujours ça, donc c'est pour dire le degré d'adrénaline à ce moment-là. Du coup, quand j'ai dû faire les premiers investissements pour lancer les formules, parce qu'en fait, tu commences à te mouiller, alors que derrière, tu sais que tu en as pour au moins 9 mois. C'est 9 mois de valider une formule? Ouais, 9 mois quand ça va très vite. Sinon, c'est 12 mois, tu vois. Donc, quand tu veux faire de la formulation sur mesure... Voilà. Oui, parce qu'il existe aussi l'ADN. Donc, il y a aussi la possibilité d'aller chez un façonnier ou tout à fait, un labo, un façonnier, un sous-traitant. Il prend une formule sur étagère et de mettre une couche de branding par-dessus. Ça va a priori un peu plus vite, mais c'est pas différenciant. Voilà. Mais puis c'est pas du tout dans ton ADN. Dans mon ADN. Et en plus, nous aussi, la spécificité, et ça, on pourra en parler, mais c'est que du coup, pour aller encore plus loin que le 100% d'origine naturelle, parce qu'on s'est dit je souris parce que on je sais ce que tu vas dire. On avait suffisamment de challenge. Non, en fait, je me disais, mais comment aussi on peut remettre de la vraie nature dans le produit, retrouver du sens justement sur cette nature, comment on peut retrouver aussi de la nature non transformée et d'avoir cette vraie reconnexion. Et donc un jour, je feuillette un magazine et je tombe sur un article parlant de cueilleurs de plantes sauvages. Et là, ça me fait un ring de bell. Je me suis dit c'est assez incroyable. Il y a des gens qui ont décidé dans leur vie de passer leur journée dans la nature pour aller cueillir des plantes. Waouh, quoi. Donc je me suis dit, il y a un truc là, faut aller voir, faut aller creuser et tout. Donc je tape sur Google cueilleur plantes sauvages.
Je tombe sur l'Association française des professionnels de la cueillette. Donc, je les contacte pour savoir ce qu'ils font, comment ça fonctionne, etc. Et là, je découvre en fait une filière d'approvisionnement assez incroyable qui est celle des plantes sauvages. Donc, c'est des plantes en fait qui sont cueillies directement à la main dans la forêt, dans les champs. Voilà, au contraire des plantes qui vont être cultivées. Donc française. Nous aujourd'hui, c'est que de la cueillette en France avec des cueilleurs français et voilà. Ça c'est un point important. Il y a plein de choses importantes dans cette phrase. Cueillir à la main, fine, ok, pardon, mais sauvage en plus. Sauvage, donc exactement. C'est pas une plantation où les gens. Non, donc il y a pas d'engrais, il y a pas, c'est pas monoculture. Donc en fait, c'est des plantes. Du coup, je me renseigne, je rencontre une ethnobotaniste qui m'alimente en fait en bibliographie autour des plantes sauvages. Je découvre que entre 60 à 70% des plantes médicinales sont en fait des plantes sauvages, que ces plantes-là sont plus actives que des plantes cultivées parce qu'elles développent des molécules particulières qui s'appellent des métabolites secondaires parce qu'elles doivent s'adapter en permanence à leur environnement, parce qu'elles sont en contact avec d'autres plantes, donc elles subissent aussi certains stress, etc. Donc hyper passionnant et en fait tu te rends compte que finalement les plantes les plus puissantes c'est celles qui grandissent, qui se développent dans une nature qui est intacte, non transformée. Par ailleurs, en fait... Mais donc la même plante, en culture, en labo ou dans la nature, ne produira pas les mêmes résultats. C'est ce que tu es en train de me dire. Exactement. Il y a une étude qui a montré que, en tout cas, entre plantes cultivées et plantes sauvages, tu as plus d'activité sur une plante sauvage. Okay. Et voilà, donc de là, en fait, je rencontre cette coopérative de cueilleurs. Je comprends mieux aussi comment ça fonctionne, parce qu'en fait, dans l'industrie cosmétique, souvent les grands groupes, en fait, t'as des intermédiaires. Donc, ils achètent en fait à des fournisseurs d'actifs. Qui eux-mêmes achètent des plantes, mais tu vois, et souvent ils achètent à des grossistes de plantes qui eux-mêmes vont voir les cueilleurs. Donc tu vois, il y a plein d'intermédiaires et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est de revenir en fait à la source. Il y a un circuit presque court en termes de chaîne de. Exactement. Donc du coup, nous notre challenge c'est qu'on achète les plantes en directement. Nous, c'est on the wild side. C'est ton labo. Non, c'est on the wild side. On achète les plantes en direct, donc on fait des commandes chaque année de pissenlit, de bourgeons de hêtre, de sève de bouleau, voilà. À des cueilleurs, voilà, une coopérative de cueilleurs. Des coopératives. Voilà, coopérative de cueilleurs et il y a aussi des cueilleurs indépendants. Et donc on travaille aussi tout ce qui est prévision, stockage, pour pouvoir garantir et sécuriser en fait les approvisionnements. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne traçabilité. Parce que l'enjeu en fait derrière autour de la filière plantes sauvages, c'est vraiment les bonnes pratiques de cueillette. Pour que ça soit justement une cueillette durable qui permette de pouvoir cueillir d'année en année, de pouvoir utiliser les bons outils pour cueillir, la bonne manière de faire et c'est ce qui permet au final de protéger la biodiversité et préserver la ressource. La promesse et les valeurs défendues sont louables, mais plein de questions qui me viennent. Est-ce que c'est scalable ? Alors oui, c'est complètement... Pardon, non. Dans l'ordre, sinon j'ai les listes toutes. Mais... Oui, c'est ça, j'attendais de voir la liste. Oui, c'est scalable dans le sens où... en fait, c'est des professionnels de la cueillette, c'est pas des cueilleurs du dimanche. Hein, donc c'est aussi de l'approvisionnement qui peut être à la tonne. Et ensuite, tu as en fait un rendement entre l'utilisation de la plante et de l'actif. Tu vois, c'est pas 1 kilo de plante égale 1 kilo d'actif. En fait, après derrière, tu as des systèmes d'extraction pour récupérer en fait un maximum d'actifs de ta plante. Donc après, tu as différents modes d'extraction. Soit par des macérats, soit par des extractions à la vapeur d'eau, etc. Mais les rendements en cueillette à la main
de plantes sauvages sont meilleurs, sont équivalents à ce que tu peux avoir ailleurs? Alors en fait, c'est la plupart du temps c'est cueilli à la main. Sauf que c'est en fait parce que j'ai suivi plusieurs cueillettes. J'ai fait plusieurs cueillettes et en fait c'est toute la journée. Tu cueilles, voilà, de 8h du matin à 19h. C'est de la cueillette et donc tu peux avoir aussi des gros volumes et notamment il y a l'industrie pharmaceutique qui se provisionne beaucoup en fait en plantes sauvages. Donc tu vois par exemple l'arnica, que tu connais certainement, évidemment, puisque ça soigne pas mal de petits bobos. Pardon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des crèmes anti... quand un enfant se cogne, voilà, en gros, on met de l'arnica. Et... c'est apaisant. Ouais. Voilà. Et donc l'arnica? Et l'arnica, c'est beaucoup de la plante sauvage, en fait. Donc là, pour le coup, il y a des sujets, parce que c'est des volumes qui sont tellement, tu vois, importants que il y a des sujets de comment justement bien préserver aussi la ressource. Mais voilà, il y a déjà c'est déjà une filière en fait structurée, mais qui était assez méconnue jusqu'ici. Donc ça, c'est la question sur le volume. Alors juste peut-être, et ça éclairera mes questions suivantes, mais ça s'oppose à quoi? La cueillette de plantes sauvages? Les plantes sauvages, en fait, c'est pas que ça s'oppose, mais c'est que... Quelle serait l'alternative? En fait, c'est la plante cultivée. Donc on a une serre, on a des plantes, et à droite on a ci, et à gauche on a ça. Exactement. Du coup, il y a un impact sur les prix, j'imagine, parce qu'une cueillette sauvage... à la main versus je tond la pelouse dans ma serre pour avoir la plante A, c'est pas le même temps, c'est pas le même volume. Tout à fait. Donc c'est sûr que souvent les plantes, elles ont été parfois cultivées pour des questions de coût. Après, voilà, aujourd'hui, on arrive à l'impacter dans notre prix de revient. D'avoir du coup des ingrédients de qualité dans nos formules, parce que l'objectif c'est pas de faire tu vois, d'avoir un modèle économique qui tient pas la route non plus, c'est de pouvoir choisir les meilleurs ingrédients possibles enfin, je veux dire, au juste prix. Au juste prix, ouais. Au juste prix. Et d'avoir, et d'être malin, en fait, derrière sur les investissements marketing, pour faire en sorte que le modèle tourne, quoi. Et, allez, dernière question, après on passe à autre chose, mais ton labo, qui est habitué à recevoir sa tonne, ses contenants, j'en sais rien, bref, ses appros, son sourcing, dans un modèle peut-être plus industriel, toi tu dis c'est une coopérative qui va vous donner des feuilles et il faut les gérer. Enfin c'est pas en plus sur une petite quantité parce que tu es en train de te lancer. T'as eu du mal à trouver un labo qui accepte ça? Alors en fait du coup on a un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on achète les plantes en direct. Ensuite on a trouvé un partenaire qui puisse faire l'extraction. L'extraction, voilà. C'est ce qui me manquait, d'accord. Voilà, en fait il manque une étape, c'est l'extraction, donc l'extraction des plantes en actif. Et ensuite, on les envoie en fait à notre. Donc ton labo, il voit pas de différence, que ça vienne de toi ou d'un. Ok, d'accord. Non, mais du coup, on se rajoute nous un élément supplémentaire. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce sont nos propres actifs. Il y a que nous qui les utilisons parce que c'est nos actifs. Et on a pu déposer un brevet du coup aussi sur nos actifs. Donc ça, c'est assez fou. En fait, on a, du coup, pour essayer aussi de valider, tu vois, cette efficacité de ces plantes sauvages sur la peau, valider les effets, etc. En fait, j'ai initié des tests pour voir comment réagissaient en fait les gènes des cellules de la peau au contact de nos actifs, donc qui sont pour le soin visage, qui sont bourgeon de hêtre et sève de bouleau. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand ces deux actifs issus de plantes, donc sont combinés ensemble, il y a un effet synergique par rapport à s'ils sont utilisés seuls. Donc, tu vois, c'est la synergie du monde végétal, quoi. Okay. Et notamment sur les gènes de régénération cellulaire. Donc, la régénération cellulaire, c'est ce qui est à la base d'un bon fonctionnement, tu vois, de ta peau, quoi. Si tu as une peau qui se régénère bien, tu vas avoir une jolie peau, une peau saine, etc. Donc, sur le fondamental qui est la régénération cellulaire, sur la lutte contre le stress oxydatif, donc qui est à la base, tu vois, du vieillissement cutané, et sur tout ce qui est barrière, fonctionnelle de la peau. Donc
suite à ça, on a déposé un brevet auprès de l'INPI qui a été validé. Donc voilà, il y a quelques années. Donc on a un complexe breveté on the wild side. Pour me le dire comme si j'avais 5 ans, c'est le mix de plusieurs plantes et leur effet sur la peau et le mix dans une certaine mesure et certains ratios qui est protégé. Voilà, c'est ça, exactement. Pour le côté complexe breveté, ce que ça représente en fait. En fait, qu'est-ce qu'on peut breveter dans l'univers des cosmétiques? Alors en fait, en termes de formulation ou de sourcing et de plantes. Ouais. Alors, en fait, pour breveter quelque chose, il faut que tu montres qu'il y a une invention et que ça n'existait pas, tu vois, avant. Donc là, on a démontré, si tu veux, que c'est quand tu prends du bourgeon de hêtre et de la sève de bouleau et que tu les mets ensemble, en fait, tu as un effet de dingue synergique, ce que tu sur disais, ta peau. Okay. Voilà. Et génial. Ça, personne ne l'avait montré avant. 9 mois entre le moment où tu commences à faire des tests et le moment où tu as un produit fini, ou en tout cas une formule finie, une formulation. C'est long, tu l'as financé par toi-même. Vous avez déposé un brevet, comme tu viens de me le dire, sur le bourgeon de hêtre et la sève de bouleau. Ouais, super. Vous achetez en direct les plantes auprès de cueilleurs qui vont cueillir des plantes sauvages, qui passent par un partenaire qui fait l'extraction et qui fournit le labo. Tout ça, c'est assez long. Vous avez levé des fonds, et tu as levé des fonds quand et pourquoi? Alors, au départ, j'ai plutôt fait du financement perso et dette bancaire. Ouais. C'était à une époque en plus où les taux d'intérêt étaient hyper bas. J'ai même emprunté, j'ose même pas le dire, mais à un taux à 0%. Donc, ouais. Donc, il y avait encore. Mais ça, c'est un prêt d'honneur pour entreprendre, non? Non, même pas. Mais bon, il y avait des banques qui cherchaient aussi des nouveaux clients, qui cherchaient à développer leur département pro. Donc voilà. Bon, malheureusement, cette ère est finie. Ouais. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que. On a la chance quand même d'être aujourd'hui dans un écosystème assez aidant pour les entrepreneurs, donc ça c'est top. Et ensuite on a lancé avec ces fonds-là et en fait on a fait une première levée de fonds au bout d'un an. Parce qu'on avait fait notre c'est assez classique. On a fait notre proof of concept. On a montré qu'on avait des premiers clients. On a fait notre première offre produit, donc avec 3 références. En ligne ou déjà en physique? Alors on a fait en ligne. On a lancé en ligne d'abord, donc pendant quelques mois. Et en fait après rapidement on a eu des appels entrants. En B2B, notamment le premier client qu'on ait eu, c'est Merci, qui est une boutique Concept Store dans le 11e à Paris, voilà, exactement. Verbe au marché. Exactement, et qui nous a envoyé un mail en nous disant. Alors en fait, on a beaucoup. On a beaucoup d'abord investi sur la partie PR. Donc agence presse et sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça, on a créé en fait un écosystème de trendsetters, on va dire, et c'est comme ça qu'est partie l'histoire, quoi. La boule de neige. Ouais. Et donc c'est Merci qui vous a appelé, appel entrant ou mail entrant pour vous dire que en nous disant bonjour, nous sommes un concept store à Paris, seriez-vous intéressés, etc. Donc on a dit bon, pourquoi pas. Voilà, et donc ça s'est fait comme ça. On l'a abordé à plusieurs reprises sur le panier, mais dans des stratégies de distribution, aller viser au lieu de se lancer corps et âme ou à tête perdue, non? C'est corps perdu? C'est quoi? Bon, bref. Corps et âme, ouais. Corps perdu, on peut dire les deux. Dans tous les sens, aller viser des points de vente qui sont souvent des endroits, on parle de concept store, mais où les stratégiques en fait. Stratégiques et qui vont pouvoir prouver que le produit a une certaine visibilité ou appétence sur un marché, c'est intéressant. Merci, on fait partie. Il y en a plusieurs, à Paris, il y en a plusieurs en France. Donc tout ça, t'es arrivé jusqu'au lancement produit sans financement, en dehors sur fonds propres et dette bancaire. Oui, tout à fait. L'univers et le nom, je veux bien que tu m'en parles. Alors, The Wild Side, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, je crois le comprendre. Bon, le côté wild, exactement. Ouais. Et écoute, en fait, je cherchais un nom et puis
un jour, voilà, je tombe sur un livre qui s'appelait Take a Break, non, je sais plus, Take a Walk on the Wild Side. Et là, voilà, ça m'a fait penser en fait à la chanson de Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, et que voilà, une chanson que j'adore, qui veut dire plein de choses en fait. Il y a le côté sauvage, il y a le côté aussi bon après c'était mon histoire personnelle aussi, j'allais voir un peu le wild side de l'autre côté, le côté entrepreneurial. C'est aussi pour moi une philosophie, tu vois. C'est pas qu'un nom de marque en fait, c'est vraiment d'aller chercher en fait que la consommation finalement soit un positionnement aussi de vie. Comment j'ai envie de consommer, c'est aussi quel choix de vie j'ai envie d'adopter. C'est ça aussi On the Wild Side, c'est une marque qui est engagée et qui veut faire bouger les lignes et c'est ce qu'on a envie de transmettre voilà avec ce projet et ces produits. Et la plateforme de marque? Alors il y en avait pas. En fait, On the Wild Side, c'est vraiment une histoire vraiment entrepreneuriale pure et dure qui s'est construite comme ça. Enfin, il y a rien, c'est plus un processus créatif qui s'est construit petit à petit et en fait c'est au bout de 2 ans je pense qu'on s'est dit bah là ok, on raconte une histoire entrepreneuriale, maintenant on va créer la plateforme de marque. Et en fait on s'est fait aider par quelqu'un de l'extérieur pour passer en fait de cette histoire là et de cette vision, parce qu'en fait on est passé d'une vision de marque à une plateforme de marque, ce qui est un peu différent, et donc on a posé en fait les choses voilà sur le papier quoi. C'est intéressant, et c'est peut-être là que la boucle est bouclée avec ton expérience passée, où une fois que tu as fait tes formulations, que tu as créé ta société, que tu as fait tout ce qu'il faut faire et que tu n'avais jamais fait avant dans l'entrepreneuriat, on revient à des sujets market. Et donc tu es passé d'une vision de marque à une plateforme de marque. C'est quoi une plateforme de marque? En fait, je pense que la plateforme de marque, c'est tu dissocies en fait l'entrepreneur et la vision de l'entrepreneur, tu vois, de la marque en fait. C'est tu coupes le cordon en fait. C'est tu vois, et du coup tu fais grandir en fait ta marque qui existe toute seule en fait. Et c'est ça qui est assez génial finalement, c'est que aujourd'hui On the Wild Side, c'est une marque à part entière qui est vivante, qui a plus besoin de l'histoire de sa fondatrice pour exister quoi. Donc voilà. J'ai pas listé le sujet de l'incarnation d'ailleurs, mais on pourrait en parler à un moment ou un autre d'ailleurs maintenant. Il y a plein de marques qui décident, plein de fondatrices ou de fondateurs qui décident d'incarner leur marque et qu'on voit, qui sont omniprésents dans la communication partout. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrets, qui laissent vivre la marque par elle-même. Quel est ton avis? Alors, je te demande pas ce qui c'est bien ou pas bien, mais qu'est-ce que toi tu souhaites faire? Qu'est-ce que j'en ai pris et qu'est-ce que... écoute, moi... ce qui est sûr, c'est que On the Wild Side, c'est des convictions personnelles. Tu vois, c'est une histoire personnelle, donc forcément, c'est une marque qui est incarnée parce que voilà, c'est une marque qui sort de ma tête, quoi. Donc voilà. Après, en termes marketing, moi j'aime notre vision à nous dans la communication, c'est d'avoir c'est par touche en fait qu'on met en avant, qu'on me met en avant. Je dis parce que qu'on me met en avant pour prendre un peu de distance, parce que je le vois aussi vachement comme un outil en fait, plus un outil de visibilité. Voilà, qui sert en fait la marque, parce que aujourd'hui c'est aussi vecteur de sincérité. Voilà, ça montre aussi, on a envie de savoir qui est derrière la marque, comment c'est fait, quels sont les partis pris de la fondatrice ou du fondateur. Donc c'est important. Après, pour moi, On the Wild Side, c'est une marque à part entière. Qui aujourd'hui vit aussi grâce à une équipe, vit grâce à ses clientes, vit grâce à ses partenaires, à ses distributeurs. Voilà, donc On the Wild Side, c'est pas Anne-Sophie Nardi, quoi. C'est bien plus que ça. Et ça se voit quand on est sur votre Insta, tu es présente, mais pas omniprésente. Voilà, exactement. Tu te lances, tu commences à vendre en ligne, il y a quelques points de vente qui t'appellent, notamment Merci, entre autres. J'imagine que ça donne aussi un coup de boost en termes de visibilité, ou en tout cas de légitimité, ça valide un certain concept. On est dans un univers où l'argent sort bien avant qu'il rentre, je crois. Et donc, tu arrives à le financer jusqu'à un certain point.
mais pour croître, c'est pour ça que tu vas chercher des fonds? Exactement. Ouais. C'est pour c'est pour aller accélérer, aller plus loin, recruter, avoir plus de visibilité. Donc là, je pars à la recherche de financement. Donc un monde qui m'est totalement inconnu. Même si j'avais fait un premier stage chez Price en transaction services, donc ça m'a de la FUSAC. Voilà. Donc je connaissais dans les grandes lignes, mais tu vois, c'est plutôt des gros fonds d'investissement corporate, etc. Donc voilà. J'avais pas forcément un grand réseau là-dedans. J'aime bien en parler parce qu'en fait, souvent on se met des limites soi-même. Ouais, il faut démystifier le sujet. Ouais, il faut démystifier exactement. Et je pense que c'est beaucoup une histoire de rencontre. Donc le conseil, c'est en fait, il faut rencontrer des gens. Et à un moment donné, il y a le match qui se fait. Et en fait, quand le match se fait, c'est que c'est toujours la bonne personne au bon moment. Enfin voilà. Donc c'est toujours ce que je me dis, et ça nous a toujours réussi dans ce sens-là. Donc et comment tu arrives aux fondatrices de Vestiaire Collectif, qui sont donc parmi tes premières business angels? Ouais. Écoute, chance incroyable. Un jour, je vois que donc Fanny Moisan, une des cofondatrices de Vestiaire Collective, like un post sur Instagram. On a une toute petite communauté. C'est à ce moment-là. Et donc là, je vois que c'est Fanny Moisan, parce que bien sûr, je regarde au début, tu vois, je regarde tous les profils des gens qui like, je regarde Shopify, tu sais, toutes les clientes d'où elles viennent, etc. Enfin, je regarde tout ce qui se passe pour comprendre un peu où on va, etc. Bon, bref, je vois que Fanny Moisan like un post. Je me dis, ça serait génial. En fait, elle est tellement inspirante. C'est une super entrepreneuse et tout. J'adorerais en fait qu'elle puisse utiliser des produits on the wild side, qu'elle puisse les avoir en main dans sa salle de bain et tout. Donc du coup, je la contacte. Je lui demande si elle veut utiliser les produits. Voilà, si je peux lui en envoyer. Donc je lui en envoie. De fil en aiguille, je lui demande si je peux lui demander quelques conseils. J'y vais un peu, je me dis un peu au culot, mais pas grand-chose à perdre. Voilà, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis en fait, comme j'adore aussi ce que je te disais, les rencontres. C'est quelque chose qui me motive énormément. Et là, elle me répond oui, on peut se faire une visio. Donc elle m'accorde 1 heure de son temps en visio. Donc là, je me dis déjà rien que ça te donne un coup de boost de confiance de fou. Donc on se fait une visio. Elle est à Hong Kong, moi je suis à Bordeaux. On discute pendant 1 heure. Je lui demande plein de conseils, je pose plein de questions et tout. Je me dis mais ça, c'est de l'or en barre quoi. C'est génial quoi. C'est un accélérateur incroyable. Et donc à la fin, elle me dit comment je peux t'aider. Donc là, je lui dis, écoute, je suis en recherche de financement. Si tu connais des gens dans ton écosystème qui pourraient être intéressés, n'hésite pas et tout. Et donc, elle me dit, écoute, moi, ça peut m'intéresser. Envoie-moi ton deck. Donc incroyable. Et de fil en aiguille, elle rentre dans l'aventure. Je pense que ce qui nous a aussi rapprochés, c'est le fait qu'on porte des projets à des tailles différentes, hein, bien sûr, mais qui sont porteurs d'engagement, porteurs de valeurs, qui ont envie de faire bouger les lignes, d'innover aussi dans la manière de faire. Et en fait, c'est génial aujourd'hui de pouvoir avoir Fanny et aussi Sophie Hersan, du coup, qui est l'autre cofondatrice et qui a rejoint aussi l'aventure au même moment. Et voilà, j'ai l'occasion de les voir régulièrement et elles sont assez exceptionnelles et je les remercie vraiment pour tous leurs conseils, leur temps, leur disponibilité. Il faut rencontrer du monde, il faut échanger. T'as levé en tout 2 millions d'euros à peu près, c'est ça? Mm-hmm. Ok. Un des accélérateurs, j'ai l'impression, du développement de On the Wild Side,
c'est la distribution, où tu es parti en omnicanalité. Donc, avec Merci Merci. Enfin, Merci, pardon, qui était le. Je crois que leur site, c'est Merci Merci. Non, ah oui, c'est pour ça que j'ai en tête. Avec Merci, qui était l'un des premiers points de vente. Voilà, exactement. Aujourd'hui, plus de 400, dont Sephora, Nocibé, Manor en Suisse, c'est ça? Tout à fait, ça c'est tout nouveau. Raconte-moi ton parcours omnicanal. Oui, alors ce qui est très drôle, c'est que au tout début, tout le monde me disait non mais quoi, il faut être 100% digital, quoi, mais tu veux ouvrir du B2B, mais tu vas disperser tes investissements, etc. Enfin bon. Voilà. Et en fait, j'ai toujours pensé que la distribution, en fait, on vend des produits, mais on rend aussi un service en fait à nos clientes. Et donc, on doit être accessible pour elles. Et il y en a qui aiment acheter en ligne, il y en a qui aiment acheter dans la pharmacie en bas de chez elles, il y en a d'autres chez Sephora, etc. Donc, il faut qu'on soit en fait qu'on puisse trouver on the wild side sur tous leurs points de contact. Donc, c'est comme ça en fait qu'on a construit notre distribution. Et donc finalement je pense que c'était en 2020, donc un an après avoir lancé, parce on a lancé en 2019, donc un an après avoir lancé, on a été référencé donc chez Sephora. C'est un travail de longue haleine, ça, non? Parce qu'en 2020, en plus, on sort du Covid, donc les magasins étaient fermés. Est-ce que dans toute cette période, t'arrives à négocier du coup avec Sephora d'être référencé? Alors oui, alors je pense qu'après c'est aussi une histoire d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment, on a apporté une nouvelle vision en fait différente autour de la naturalité. Avec une approche aussi assez experte finalement, voilà, de par mon background, de par l'expérience aussi des équipes. Je pense que c'est ce qui a rassuré aussi un Sephora, avec des moyens financiers aussi. Donc tout ça, voilà, a fait que un réseau aussi que j'avais aussi de par mes expériences précédentes. Donc ça aussi c'est un conseil que je partage aussi sur les réseaux, sur le réseau, c'est que le réseau, il peut servir dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se construit et qui se préserve en fait au fil des années. Ça c'est aussi hyper important. Et ça a été très sympa aussi parce que j'ai pas mal d'anciens collègues l'Occitane aussi très entrepreneurs dans l'âme aussi finalement, avec qui on a fait un peu nos premières classes, qui m'ont aussi aidé ou qui ont voulu participer d'une manière ou d'une autre aussi à l'aventure. Donc voilà, c'était aussi. Il faut pas sous-estimer la capacité des gens à donner un coup de main, je pense. Ah mais complètement. Mais complètement. Ça c'est. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Exactement. Et puis. Mais donc tu rentres chez Sephora. Sephora, c'est un sacré pari pour eux quand même, parce que tu t'es lancé 1 an plus tôt. Il y a des enjeux de volume aussi. Donc on te met dans un magasin, dans 10, comment ça marche? On te met dans un magasin test. Ouais. Alors en fait, souvent c'est d'abord on était online only, et après voilà, on a eu voilà on a eu 5 points de vente, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc ça se construit, voilà, ça se construit petit à petit. Et là, on vient d'ouvrir chez Nocibé depuis avril, où là on est là ils ont pris le pari, nous ont référencé directement dans 50 points de vente. Donc voilà, super opportunité aussi, et avec qui on a vraiment aussi envie de construire un partenariat aussi pérenne. Et chez Manor en Suisse, tu es aussi présente dans 70 points de vente au Japon. Tout ça, c'est de l'année dernière? C'est récent, je veux dire? Alors, le Japon, ça s'est construit il y a déjà plusieurs années. Okay. Donc, le Japon, c'est un marché qui se construit par étapes, en fait. Donc, c'est un marché, le marché japonais, c'est un marché qui est très segmenté, avec beaucoup soit des chaînes, tu vois, avec peu de points de vente. Tu vois, t'as pas le gros Sephora sur place. C'est plutôt des chaînes de 70, 100, 150 points de vente, tu vois. Et donc là, on a eu la chance d'être référencé chez Cosme Kitchen,
qui est la référence en termes de retailer organique premium. On a été validé, tu vois, en termes aussi de formulation. Au-delà tu vois, ils sont de l'histoire, du storytelling, bien sûr, qui leur parle. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que le côté savoir-faire, tu vois, plantes sauvages. En fait, la naturalité, ça parle à tout le monde. C'est assez universel. La nature sauvage, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est ça qui est assez fantastique, tu vois, et te dire, bah ouais, à l'autre bout du monde, on a cette conviction assez naturelle de se dire qu'une plante sauvage d'une nature intacte, bah, c'est plus intéressant et c'est plus puissant que une plante qu'on aura cultivée, quoi. Quelqu'un d'autre à ta place aurait pu me dire que ces grandes chaînes de distribution qui appartiennent à des grands groupes, qui sont des grandes boîtes financières au final, et pas forcément en adéquation avec les valeurs de la marque. Comment je me situe par rapport à ça? Alors moi, j'ai aucun complexe par rapport à ça, parce que depuis le départ, mon ambition, c'est de se faire bouger les lignes, que le secteur bouge. Donc il faut jouer le jeu, play the game avec les bigs, parce que justement, si c'est à nous de les aider aussi à se transformer. Plutôt que de rester petit, quoi. Ça me va. Comme réponse. T'es aussi présente en pharma, c'est encore un circuit de distribution à part entière qui a ses codes, ses usages. T'es dans combien de pharmacies aujourd'hui? Alors, on est dans un peu plus de 80 pharmacies. Ok. Donc en fait, moi, ma mère était pharmacien, elle avait sa pharmacie, mes grands-parents étaient pharmaciens, ils avaient leur pharmacie, donc l'univers de la pharmacie, dans The Wild Side, il y a de cette approche médicinale. Moi, dans la pharmacie de ma mère, il y avait des pots à pharmacie. C'était une vieille pharmacie qui datait de 1700 et quelques, etc. Donc, ça me fascinait le côté plantes et tout, plantes qui soignent. Ça vient de là. Je la voyais en fait aussi faire des crèmes parce que c'était à l'époque de la prescription dermatologique. Les pharmaciens, elle avait son mortier, elle faisait ses crèmes, avec ses poudres, ses émulsions, etc. Donc, je pense qu'il y a eu cette passion aussi et cette appétence de la cosmétique m'est venue aussi comme ça et donc la pharmacie, ça m'a paru déjà assez naturel et puis aussi parce qu'aujourd'hui les circuits de la pharmacie boom sur tout ce qui est parapharmacie et notamment beauté. Je crois que je lisais encore là, c'est à plus 9% sur la beauté, sur la pharma et en fait il y a cette recherche aussi d'avoir des marques de qualité et différenciantes par rapport à des marques qui resteront toujours les mastodontes, qui sont les marques expertes, dermato, assez traditionnelles. Mais ça permet d'apporter aussi de la différenciation et d'apporter des produits aussi plus expérientiels, plus sensoriels, plus, on va dire, désirables qu'une expérience avec un produit dermato pur. Compris. Donc, on parlait d'un peu plus de 400 points de vente aujourd'hui. Ton ambition, si on se revoit dans un an, tu t'en auras combien? Écoute, t'aimerais m'en annoncer dans combien de temps? On se revoit dans combien de temps? Fin 2026, dans un an et demi. Écoute, dans un an et demi, des milliers, quoi. Donc, développement fort sur l'omnicanal. Voilà. Qui pèse aujourd'hui un tiers de mémoire de ton... C'est ça, dans le mix? Un peu plus. On fait 60% sur notre chiffre sur notre e-shop en propre. Ouais. Et donc là, on a vraiment une autoroute aujourd'hui sur le B2B. Donc, on est en train de construire petit à petit. Donc, on se concentre principalement sur le marché français. Qui représente aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires, un peu plus, et parce qu'en fait on a un effet de répétition et de notoriété qui est en train de se créer. Donc le retour sur investissement aujourd'hui, on est en train de le récupérer et on va aller chercher des pays limitrophes, au marché français. Donc la Suisse, on a des belles opportunités aussi à venir aux Pays-Bas et puis le Japon qui permet de commencer aussi à créer du buzz en Asie, et on vient d'ouvrir aussi le printemps à New York. Donc voilà. Ok, ça fait beaucoup de
de lignes lancées. Exactement. Mais après, l'étranger, ça se construit, on va dire, lentement. Enfin, tu vois, comme tu vois les US, là, c'est vraiment un point de vente, de visibilité. C'est un peu notre Merci d'il y a 5 ans. On commence, tu vois, à avoir un premier pied aux US, ce qui nous permet aussi derrière de se mettre en conformité, de comprendre comment tu rentres dans les contraintes légales, l'aspect douanier, etc. Tu vois, c'est un peu un mini proof of concept aussi. Mais avec le printemps. Avec le printemps. Donc tu dis avec le printemps France qui te pose là-bas ou c'est une entité américaine avec laquelle tu dis Non, c'est une entité américaine. C'est l'entité américaine avec laquelle tu travailles. Ouais. Et tu es présente au printemps en France ? Oui, bien sûr, ouais. Okay. Galerie Lafayette, Printemps, la Samaritaine. Bon. Pour terminer, j'aimerais bien parler de ton activation. Tu m'as dit que tu étais forte sur le... que tu mettais un fort accent, c'est pas pareil, sur l'influence et le contenu, que vous avez un CRM de plus de 120 000 contacts, que vous travaillez bien, tu as d'ailleurs un super taux de réachat, à 35-40% en fonction des produits. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est de savoir quels sont les apprentissages dans les moyens qui sont les tiens, mais que tu tires de l'Occitane et de ton passé de l'Oréalienne et que tu mets en application, ou qu'est-ce que tu as fait en premier Alors, pour ton lancement, tu vois. J'ai tout désappris de ce que j'avais appris parce que en fait, chez l'Occitane et chez L'Oréal, il y a des moyens colossaux, tu vois, surtout. Donc là, j'ai appris le mot bootstrapping. Non, bootstrapping. Okay. Bootstrapping, que je ne connaissais pas. Donc voilà, bootstrapping. Donc on a commencé en mode bootstrapping où j'ai commencé, c'est moi, juste pour faire comprendre aussi l'histoire. J'envoyais moi-même les colis. Donc tu vois. Je trouve ça génial parce qu'en fait, ça montre justement que le futur est grand, quoi. Enfin, tout est scalable, tout est développable, et en fait, on grandit de petit à petit. Et je pense que c'est aussi dans la contrainte financière qu'on est c'est dans ces situations-là qu'il y a les meilleures idées qui sortent aussi. Stay hungry, stay foolish, comme disait Steve Jobs. Il faut avoir faim et être faire le foufou. Je sais pas comment ça se traduirait en français, ça. Stay hungry, stay foolish. Ok. Voilà. Donc l'influence et les contenus. Donc influence. D'abord, on fait de la micro-influence. Donc on target les influenceuses qui sont des trendsetteuses, lanceuses de tendances. Plutôt microcosme, tu vois, parisien, urbain, etc. Et puis après, petit à petit, on veut taper plus fort. On est chez un Sephora. Là aujourd'hui, on est chez un Galerie Lafayette, Nocibé. Donc on est allé taper des grosses macro-influenceuses. Et comme on avait, pardon, je te coupe, mais tu m'as pas coupé parce que j'avais pas parlé, mais t'as vu que j'allais parler. Ouais. J'allais juste demander, c'est quoi en fourchette une grosse macro influenceuse? Une macro, c'est entre 300 et 2 millions d'abonnés. Ok. Voilà. Et en fait, on a fait le choix en fait de prendre peu de macro influenceuses, mais de faire de la répétition en fait sur leur communauté. Pour vraiment aussi les embarquer en fait et réussir aussi à les fidéliser sur la marque plutôt que faire du one shot et d'essaimer. Voilà, merci, tu vois le geste. Ouais. Voilà. Vous le voyez pas, mais il y a bien un geste d'essaimage. Okay. Voilà. Le CRM, vous le gérez en interne? Tout à fait. 120 000 contacts, c'est ça? 120 000 contacts. Quelle est ta stratégie? Alors, depuis le premier jour, en fait, on a mis des moyens, en tout cas humains, sur la base CRM. Parce que hyper important de pouvoir communiquer directement avec sa cliente et les personnes qui sont intéressées par On the Wild Side, parce que on a les deux, et de pouvoir avoir cette transparence aussi, cette communication transparente avec eux, de pouvoir aussi avoir
ne pas avoir d'intermédiaire, ce qui nous laisse quand même de la marge de manœuvre par rapport, je pense, à des méta. Enfin, tu vois, pourtant à l'époque, c'était encore le règne, on va dire, tu vois, de la l'ADS en ligne. Aujourd'hui, on est quand même super content de pouvoir avoir une belle base CRM de fans en fait de la marque, quoi. Et de pas être Meta et Google dépendante ou trop Google et Meta dépendant. Même si tout se nourrit, hein, mais ça c'est quelque chose que t'as pas quand t'es dans un grand groupe de cosmétiques, de CRM. Enfin, t'as le CRM boutique, t'as les programmes de feed, mais t'as rarement le contact de ton consommateur ou ta consommatrice finale. Ouais. Tout à fait. Okay. Et ça, c'est de la data clé, quoi. Tes routines en CRM et en activation aujourd'hui, c'est quoi? Il y a un email par semaine, un email par mois. Alors, quel type de relance, quel type d'information tu envoies? Entre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Ok. Ouais. Mais on veut, enfin voilà, parce que il faut être cohérent aussi avec les engagements aussi de la marque, hein, tu vois. Donc on veut pas être trop pushy non plus sur du CRM, parce que l'idée c'est aussi d'offrir du contenu à nos clientes, c'est de pouvoir leur donner des choses plus que de faire de leur mettre, tu vois, des repush trop invasifs entre guillemets, tu vois. C'est un savant mélange de push commerciaux pour vendre et en même temps d'informations et d'enrichissement qu'on a. Voilà, je pense que la meilleure des newsletters, c'est celle où il n'y a pas forcément une action à la fin, mais juste on ressort plus riche de sa lecture. Exactement. Okay. Donc on fait beaucoup de contenu. Vous êtes aussi présent sur les réseaux, évidemment, mais tu es sur TikTok Shop. Oui. Tu peux me faire un retour? Alors, ça fait que quelques semaines. Ouais. Écoute, donc nous, on est déjà sur TikTok depuis à peu près 1 an. Donc TikTok, bon, c'est aujourd'hui c'est un média qui est, j'appelle ça un média vraiment en tant que tel, qui est assez incontournable dans la beauté. Parce qu'il y a beaucoup de tendances ou de buzz qui se créent sur TikTok. Donc, si on veut exister dans le game cosmétique comme une marque qui compte, voilà, faut pouvoir capter une communauté sur TikTok. Donc voilà, on a commencé en média pur TikTok il y a 1 an, et là, en fait, on a été retenu par TikTok pour faire partie du premier pool de marques beauté à utiliser TikTok Shop. Donc c'est tout nouveau. Aujourd'hui, tu vas me demander quels sont les résultats, les retombées. Donc je pense que je te demande un retour d'expérience. Voilà, un retour d'expérience. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est en train de se mettre en place. C'est des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes, pas de consommation, mais plutôt des nouveaux comportements d'achat. C'est plutôt ça. Parce que du coup, sur TikTok Shop, tu ne sors pas de la plateforme. Tu sais, pardon. Ouais, parce que tu m'avais surpris. Pardon. Okay. Non, on connaît bien le système, on accompagne quelques marques sur le sujet, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. TikTok Shop, en gros, c'est comme une marketplace. On ne sort pas de la plateforme. L'achat, la transaction, la CB, la livraison, tout s'organise sur la plateforme. Sur la plateforme. Donc c'est ça qui est assez novateur, assez nouveau. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que par rapport à ce qui se passe aux US et au UK, TikTok Shop aujourd'hui a pris une place prépondérante en tant que marketplace. Donc je crois qu'au UK, je me demande si c'est pas au-dessus d'Amazon d'ailleurs. Dans la beauté. Donc on sait que forcément les tendances anglo-saxonnes arrivent souvent en France, voilà. Donc on a eu envie d'aller tester, d'être aussi pionnier sur ce réseau. Il y a 6 ou 7 mois déjà, je crois qu'ils avaient dépassé les 100 millions de GMV mensuels aux US. Ah ouais. Donc oui, c'est énorme et c'est évidemment un canal à ne pas sous-estimer pour vos développements futurs. Mais tu l'as dit, la cosmétique, elle est importante sur TikTok et TikTok Shop. Du coup, tu arrives quand même à te faire une place et à y trouver ton
ton product marketing fit? Ouais, écoute, alors moi je pense que justement on a plutôt un atout sur TikTok parce que c'est pas simple pour des marques traditionnelles et statutaires de rentrer dans les codes de communication TikTok qui sont moins maîtrisés, plus spontanés, alors que en tant que marque, on va dire indie cool, c'est beaucoup plus facile pour les UGC de s'approprier, tu vois, une marque voilà qui répond à ces codes-là. Donc je pense que et même en termes de contenu de marque, tu vois, on sait facilement adapter nos contenus Insta, enfin adapter, où on crée from scratch, tu vois, du contenu sur TikTok qui fit naturellement avec On the Wild Side, avec ce qu'on projette, nos engagements, ce qu'est la marque, voilà. Nous, on a cette discussion assez régulièrement avec des directions digitales ou marketing ou e-commerce. Effectivement, tu as des sujets branding qui vont être plus faciles à porter sur Insta et des sujets activation ou, disons, essaimage de contenu, d'ailleurs, pour y revenir, qui sont beaucoup plus faciles sur TikTok, et confondre, en tout cas vouloir faire la même chose sur les deux, ça marche pas. Et quand tu es sur TikTok, tu vois bien les grandes marques arriver avec leurs gros sabots et leurs films qui ne marchent pas vraiment et leurs assets qui marchent pas vraiment sur. C'est trop léché, trop sophistiqué. Et en fait, je pense que c'est marrant ce que ça me fait penser. Tu vois, je pense que Insta c'est du branding de marque, alors que TikTok c'est du produit en fait. Donc déjà, t'as pas du tout la même approche en termes de com. Donc tu vois, voilà, tous les films, ce que tu dis, corporate, un peu très institutionnel, ne fonctionnent beaucoup moins bien. Sur TikTok. Et t'as dit un autre truc qui est intéressant, enfin t'as dit plein de choses qui sont intéressantes, pardon, mais sur lequel je voulais rebondir, mais c'est bien de considérer, alors Insta de plus en plus, mais avant c'était pas le cas, mais TikTok comme un média. C'est pas un réseau social, c'est un média, et maintenant une marketplace en plus. Exactement. Produit, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un média qui est... donc bien sûr, il y a TikTok Shop et c'est une marketplace, mais c'est aussi un média qui pousse le B2B. Donc ça, c'est intéressant. C'est que c'est un média qui joue l'omnicanalité. Ça fait 7 ans que le projet a commencé, 2018, ça fait 6 ans que tu vends, 2019. T'as passé une quinzaine d'années, comme dit, dans des grands groupes, avec d'énormes moyens. T'aurais pu changer le monde de l'intérieur, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Là, tu changes le monde à ton échelle, avec énormément de croissance à venir, si j'en crois la croissance de l'année dernière, et c'est l'avenir avec l'explosion de l'omnicanalité. Pour reprendre un peu de hauteur et de distance... après 6 ans d'entrepreneuriat, 7 ans d'entrepreneuriat, à bricoler, à inventer, à bootstrapper. C'est quoi ton retour d'expérience, mon mood du moment. Ton mood, en fait, je pense que quand on est fait entre guillemets pour ça, tu ne sais pas avant d'avoir essayé. Et tu ne sais pas avant d'avoir essayé. Et il y a plein de profils différents qui sont faits pour ça, tu vois. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être hyper alignée. Voilà, avec ce que je suis, et je m'éclate dans ce que je fais, pour être très honnête. Je trouve ça génial parce que ça avance, parce que ça grandit, parce que On the Wild Side n'a rien à voir avec, tu vois, je te disais, moi j'envoyais des colis, donc j'ai appris à envoyer des colis. Maintenant, j'apprends à activer TikTok Shop. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve assez génial. Voilà. Après, ça demande bien sûr beaucoup de résilience, savoir remonter sur son cheval. Ça demande d'accueillir l'inconnu, d'accueillir aussi les aléas, que tout ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Mais c'est ça aussi qui est génial, et que derrière tout ça, il y a aussi des équipes qu'on construit. Donc ça, c'est aussi c'est génial de pouvoir partager aussi cette expérience. Quand on trouve les bonnes personnes, et que c'est assez formidable de pouvoir partager ça avec aussi des partenaires avec qui on travaille. Quand on trouve les bons en super collaboration. Enfin, c'est génial, quoi. Aussi humainement parlant, c'est aussi une aventure humaine assez extraordinaire, quoi, qui est forte en adrénaline et en intensité, et c'est
différent, mais tout aussi fun. J'ai un pote qui dit « j'apprends donc je suis ». Ouais. Que ça résume assez bien l'entrepreneuriat. C'est vrai. quand ça avance. Anne-Sophie, merci. Pardon. Non, mais j'apprends donc je suis et ça rend vivant en fait l'entrepreneuriat. Donc dans tout ce que peut comporter le mot vivant. Anne-Sophie, merci infiniment pour ta transparence et encore merci à Amélie pour la CIMARD, S-I-M-A-R-D pour la présentation. Donc Anne-Sophie Nardi, N-A-R-D-Y sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation et lui poser toutes les questions sur les sujets qu'on n'aurait pas abordés aujourd'hui. Et évidemment, allez faire un tour sur On the Wild Side Cosmetics, CS à la fin.com pour voir les produits dont on a parlé, ou le Sephora, Nocibé, ou la pharmacie le plus proche de chez vous. Enfin, 80 pharmacies, il y en a encore quelques-unes avant d'occuper le terrain en France. Exactement. Mais ça peut aller vite. Merci infiniment. Merci Laurent. Merci, super moment. Et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire, alors de vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube si vous regardez l'émission, et surtout sur lepanier.io pour la newsletter. Merci à vous toutes et tous, à bientôt. Merci à toi. Merci.